Bonjour. Alors, le groupe d'action Insoumis du Pic Saint-Loup, que nous représentons Olivier et moi aujourd'hui, et les Insoumis de la 4e circonscription, c'est-à-dire les Insoumis de Lodève, de Ganges, de Gignac, de Loré, de Poussan, vous remercie d'avoir répondu à leur invitation et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur la mise en sécurité sociale des besoins de la vie ordinaire. Alors, permettre l'accès à tous à une alimentation de qualité, durable, qui respecte les producteurs et les consommateurs, relève de choix politiques. Permettre à chaque travailleur plutôt, de maintenir ses droits tout au long de sa vie, y compris hors du contrat de travail, relève aussi de choix politiques. Et ce sont des valeurs qui sont portées par la France insoumise. Le programme de l'Union populaire, L'avenir en commun, et les livrets thématiques traitent de ces deux thématiques et proposent des nouveaux droits basés sur les principes de la sécurité sociale notamment. Et c'est ce sujet de la sécurité sociale, sa capacité à être déclinée à d'autres domaines de la vie, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc avant, je souhaite remercier la municipalité de Tras-Belèze qui nous a gracieusement quitté la salle. Remercier Thomas et Muriel qui assurent l'enregistrement vidéo. La vidéo, vous pouvez la retrouver sur le site Facebook des Insoumis du Pic. Je remercie aussi Bernard Friot et Dominique Paturel d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et toi, Gilles, qui va assurer l'animation de la conférence. Voilà, je te passe la parole. Merci. Bonjour. Le micro fonctionne ? Oui. Donc je vais d'abord vous donner le programme de l'après-midi. Donc on va commencer par deux présentations de Dominique et de Bernard qui vont parler chacun environ 20 minutes à tour de rôle. Au terme de chacune des présentations, vous pourrez poser les questions sur les besoins d'éclaircissement éventuels. Ensuite, nous ferons une pause de 10 à 15 minutes et puis ensuite nous ouvrirons donc le débat au cours duquel chacun pourra s'exprimer et où nous pourrons essayer de voir comment les deux approches de Bernard et de Dominique peuvent se tisser sur la question de la sécurisation de nos besoins essentiels. Dominique Paturel est chercheur à l'UMR Innovation sur le campus agro de Montpellier. Ton thème de recherche est la démocratie alimentaire. Autrement dit, comment est-ce que les gens peuvent reprendre la main sur l'alimentation, l'alimentation étant comprise au sens large, c'est-à-dire de la production à la consommation. Donc sur ce thème, tu as publié de nombreux articles et tu as coordonné un ouvrage récent qui s'appelle « Le droit à l'alimentation durable en démocratie » et un autre livre d'entretien avec une journaliste qui s'appelle « Manger ». Et tu es également cofondatrice du collectif Démocratie alimentaire. Est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur ce collectif? Qu'est-ce que c'est? Oui. Okay. Donc ce collectif s'est mis en place à la suite d'un séminaire de recherche qui cherchait à croiser les regards de chercheurs et de chercheuses de différentes disciplines avec, d'une part, les étudiants et les étudiantes et d'autre part, les professionnels de l'alimentation à toutes les échelles. Et c'est ce regard triple qui a débouché à un moment donné sur le besoin de continuer la réflexion. Et c'est la raison pour laquelle on a cofondé ce collectif. Je rajoute aussi pour la bonne cause, c'est que ce collectif fait partie du collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation. Okay. Bernard Friot, tu es sociologue. Ton thème de recherche principal ou central, c'est comment sortir du capitalisme. Non, c'est pas ça. Non, mais ma recherche porte sur le salaire et la sécurité sociale. D'accord. Et le statut des travailleurs. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette histoire-là en termes de passage au communisme, bien sûr. Ok, donc l'objectif, c'est donc le communisme
tel que tu l'entends, donc selon la définition de Marx et Engels dans l'idéologie allemande, le communisme, c'est le mouvement réel de sortie du capitalisme. Ouais, c'est ça. C'est ça ? Oui, bien sûr. Très bien. Donc toi aussi, tu as publié de nombreux articles et des livres, comme notamment La puissance du salariat, Vaincre Macron, donc un programme qui risque encore d'être d'actualité, Un désir de communisme et En travail, conversation sur le communisme avec Bernard Lordon. Frédéric Lordon, voilà. Et parmi ces livres, c'est lequel ton préféré ? C'est celui qu'il faut que je vende en ce moment. Hein. C'est tout à fait classique. Donc c'est le bouquin avec Lordon qui est, pour lequel on a pris vraiment notre pied l'un et l'autre pendant tout le premier semestre l'an dernier à l'écrire. Et je crois que c'est utile que des gens qui ne viennent pas du même bord politique, lui plutôt anard, moi je suis au Parti communiste, etc., dialoguent fraternellement plutôt que de se taper sur la gueule comme on le fait si volontiers à gauche aujourd'hui. Et donc dialoguer fraternellement avec les insoumis aussi. Oui, bien sûr. Oui. Très bien. Donc nous vous avons convié aujourd'hui pour débattre de la question de la mise en sécurité des besoins. Autrement dit, la question qui nous intéresse est comment pouvons-nous garantir la satisfaction de nos besoins ? Cette question est sous-tendue par une autre qui la précède, qui est quels sont donc ces besoins qu'il s'agit de sécuriser. Aujourd'hui, comme de tout temps, nous avons des besoins que nous considérons comme essentiels. Besoins de nourriture, de soins, de logement, d'éducation et de culture. Mais aujourd'hui, comme jamais auparavant, nous disposons de moyens de satisfaire une infinité d'autres besoins ou d'autres désirs dont la multiplication continuelle risque de nous mener à notre perte. La question de la définition de nos véritables besoins est donc devenue centrale. Ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est d'aborder cette question des besoins sous un angle politique, donc sous l'angle du pouvoir de décision et d'exécution. Premièrement, donc, qui décide de nos besoins et de leurs valeurs ? Deuxièmement, qui décide de la manière dont nous nous organisons pour garantir la satisfaction des besoins de chacun ? En l'état actuel, la réponse à ces deux questions nous place face à un véritable paradoxe. Alors que les travailleurs, et j'entends par travailleurs les personnes qui ne sont pas employées par le capital, comme par exemple les parents à domicile, les retraités, ou toute autre personne qui travaille sans être employée par le capital, alors donc que les travailleurs sont producteurs de toutes les richesses, ils ne participent que très marginalement aux décisions concernant leurs besoins. Dans le mode de production capitaliste, c'est la classe bourgeoise qui se réserve le monopole de la propriété des moyens de production. Elle se réserve aussi la maîtrise de la décision de leurs usages. Or, le but premier de la production capitaliste est le profit. La définition des besoins, leurs valeurs, leur hiérarchisation, la décision de les satisfaire ou pas, les modalités de leur satisfaction sont établies en regard de la valorisation du capital. En somme, dans le mode capitaliste, seuls les capitalistes ont le statut de producteurs et détiennent les clés de la valorisation des activités. Le gouvernement des besoins s'y exerce donc de la minorité sur la majorité. Le gouvernement des besoins y est oligarchique. L'objectif de l'action politique, à proprement parler, consiste à révolutionner cet état de fait pour faire advenir un mode de gouvernement des besoins qui soit démocratique. Le mot démocratie, pouvoir du peuple, recèle une ambiguïté qui tient dans le mot peuple. Le peuple peut être l'ensemble des habitants ou des citoyens, c'est selon, qui occupent un territoire. Dans ce cas, la démocratie s'entend
comme la participation égalitaire et significative de tous à la prise des décisions. Le mot peuple peut aussi désigner la fraction dominée de cette population. Dans ce cas, la démocratie prend une dimension sociale, elle devient la défense des intérêts des dominés et des démunis. Nous voyons alors que visée démocratique et visée communiste se tissent mutuellement. Sortir du gouvernement oligarchique et capitaliste des besoins nécessite, premièrement, que les activités économiques soient déterminées par des délibérations collectives, égalitaires et solidaires. Deuxièmement, que l'accès aux outils de production et aux richesses produites permette à chacun de déployer une vie épanouissante. Finalement, c'est de la validité de ces deux boussoles démocratiques et communistes dans la sécurisation de nos besoins que nous souhaitons débattre avec vous aujourd'hui. Alors, on vous propose de regarder d'abord une petite vidéo qui traite de la cotisation sociale et qui servira d'introduction donc à la présentation de Bernard. Si je vous dis ça, c'est un chien, vous me répondez non, c'est un demi-chien, il en manque la moitié. Alors pourquoi quand je vous montre ça, vous me dites c'est un salaire? C'est un demi-salaire, il manque les cotisations sociales, 20% de cotisations salariales, 80% de cotisations patronales, et au passage d'ailleurs on pourrait se demander pourquoi les patrons cotisent sur notre salaire. Mais bon bref, donc ça c'est un salaire, et si ça c'est ton salaire, ça c'est notre salaire. Et c'est ça qui est ultra puissant dans la cotisation sociale. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas de l'argent qui est mis de côté. Il est utilisé dès qu'il est perçu pour payer les soignants et l'hôpital, les retraités, les parents par les allocations familiales et les chômeurs. L'URSSAF met seulement 1 jour pour transformer les cotisations en salaire, notamment pour les professionnels de santé qui sont en train de nous sauver la vie actuellement. Il faut savoir que dès que des travailleurs salariés créent de la valeur, une partie vient automatiquement alimenter les caisses non pas du trésor public, mais de la sécurité sociale, car la cotisation sociale n'est pas un impôt. La différence, c'est que 1, ça n'est pas géré par l'État. Jusqu'en 67, les caisses étaient gérées aux 3/4 par les travailleurs eux-mêmes. Et 2, c'est pas de la redistribution, c'est de la distribution. L'impôt, lui, il arrive après le partage du gâteau, pour dire à ceux qui en ont trop pris, s'il vous plaît, excusez-nous, vous pouvez en rendre un petit peu pour le bien commun. Et par là même, il rend légitime le fait que les actionnaires aient pris une telle part. Ils peuvent dire alors, nous payons vos services publics. Alors que la cotisation, elle intervient directement au moment du partage du gâteau. À ce moment, personne n'a encore décidé qui prendrait quoi. On pourrait très bien dire, les travailleurs ont fait le gâteau, ils décident de comment ils le partagent. Et ce n'est pas tout, c'est toujours grâce à la cotisation sociale qu'on a pu créer les CHU et donc investir sans avoir eu besoin ni de s'endetter auprès d'une banque, ni de leur payer le moindre intérêt. Car oui, la cotisation sociale est une façon communiste de produire de la valeur. Et c'est pour ça que depuis sa création, elle est attaquée sans relâche par les gouvernements de droite comme de gauche appliquant à la lettre l'agenda du MEDEF. 67, le patronat prend le pouvoir sur les caisses avec le paritarisme. À partir de 79, la hausse du taux de cotisation est progressivement gelée. 91, une partie de la cotisation est remplacée par un impôt, la CSG. En 93, gel définitif de la hausse des cotisations imposée par le patronat. 95, les dirigeants de caisse ne sont plus élus mais nommés par le gouvernement. Et en plus, on leur donne des contrats d'objectifs pour réduire les dépenses. Bref, vous l'aurez compris, le trou de la Sécu est une décision politique. Ce qu'on va faire, déjà on commence par arrêter de parler de charges mais de cotisations sociales. Ensuite, on refuse systématiquement tout report, exonération et autres emplois sans cotisation ou cotisation allégée. On remet au centre du débat leur financement et on fait campagne pour. On en finit avec le paritarisme, on reprend le contrôle sur les caisses. Et enfin, on rétablit les taux de cotisation comme s'ils avaient suivi leur progression. Et pour tous les indépendants, les entrepreneurs, les PME, les TPE, je vous demande juste de vous poser une petite question. Pourquoi les cotisations sociale serait-elle plus légitime à remettre en cause que le remboursement de vos dettes d'investissement auprès des banques? Ces mêmes banques que nous avons sauvées en 2008. Je m'exprime effectivement au nom de Réseau Salariat, une association d'éducation populaire à laquelle je ne peux que vous conseiller d'adhérer. Vous pouvez aller sur le site réseau-salariat.info pour en savoir plus. Et puis il y a
des membres de Réseau Salariat qui sont tout prêts à discuter avec vous. Et vous voyez en particulier... pardon ? Il y a Franck et... Oui, vous voyez en particulier Franck et Pascal qui sont et Raphaël là-bas. Raphaël par là-bas aussi, voilà. Comme le rappelle là, cette vidéo, nous avons pu constituer une production communiste du soin. Et c'est sur ce point-là que je voudrais ouvrir notre discussion, parce qu'ensuite, quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation, du logement, de la culture, du transport, de l'énergie et autres, de l'habitat, oui, c'est en s'inspirant précisément de ce modèle. On n'a pas à inventer l'eau chaude, on n'a pas à aller chercher quelque chose qui n'existe que dans nos têtes. Nous avons déjà une institution, alors qui certes a été très combattue et qui est pour partie très malmenée, bien sûr, hein, mais nous avons une institution, la mise en sécurité sociale des soins, qui est tout à fait porteuse d'une modification de la production, de toute la production, et en particulier de celle des besoins de la vie commune. Alors, quelles sont les conditions et les caractéristiques de ce qui se passe entre 57, 58 et 75? Alors, on a une quinzaine d'années absolument décisives où on passe d'un système de soins extrêmement médiocre au premier système de soins du monde, puisque pendant plusieurs décennies, notre production de soins dans les palmarès internationaux était au premier rang. Aujourd'hui, on est au 12e ou au 13e, tellement les gouvernements de gauche et de droite successifs se sont impliqués à la rendre inviable précisément parce qu'elle est communiste. Je voudrais vraiment insister sur ce qualificatif de communiste de la production de soins. Premièrement, cela s'opère au moment où le régime général de sécurité sociale est géré par les travailleurs. Il va l'être jusqu'en 67, c'est De Gaulle qui supprime la gestion par les travailleurs, comme l'a rappelé la vidéo. Mais de 47 à 67, ce sont les travailleurs qui gèrent. Alors, ils n'ont pas tout le pouvoir parce que l'État a conservé le pouvoir contre la CGT. La CGT voulait qu'il n'y ait aucune intervention de l'État dans le régime général et aucun patron. Alors, c'est pas donc, elle n'a pas tout gagné. Il y a un quart de patrons dans les administrateurs et puis l'État décide du taux de cotisation. Donc, c'est quand même un pouvoir qui est limité par cette double présence des patrons et de l'État, mais il y a un incontestable pouvoir des travailleurs et une incontestable popularité d'une institution qui relève d'élections régulières, 47, 50, 55, 62, d'administrateurs salariés. Et c'est dans ce cadre-là que va être créée la sécurité sociale du soin, une fonction collective ayant force de loi, qui gère plus que le budget de l'État. Dans les années 60, la sécurité sociale, le régime général, c'est supérieur au budget de l'État, mais qui n'est pas une fonction étatique capitaliste, qui est une fonction étatique communiste, c'est-à-dire une fonction collective gérée par les intéressés eux-mêmes. Là, on est dans l'État communiste, lorsqu'il y a une fonction collective ayant force de loi, s'imposant par la loi et gérée par les intéressés eux-mêmes. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est que dans les années 60, la hausse des salaires, qui est importante dans les années 60, s'opère dans une monnaie qui n'est pas une monnaie utilisable partout, dans ce qu'on appelle une monnaie marquée.
la cotisation maladie, qui est donc une part très importante de la hausse des salaires dans les années 60, avec une hausse du taux de cotisation, alors que la vidéo a rappelé que le taux de cotisation est gelé depuis maintenant 40 ans, il n'y a aucune hausse de taux de cotisation. En matière d'assurance maladie, le taux de cotisation passe de 8% du salaire brut en 1945 à 16% du salaire brut à la fin des années 70. C'est ce qui va permettre d'accompagner ce que je raconte. Et puis depuis, nous sommes toujours à 16% du salaire brut. Non seulement, mais 16%, c'est en additionnant cotisation et CSG, qui va à l'assurance maladie. Donc il y a un recul incontestable de la cotisation, alors qu'elle progresse à l'époque dans son taux, le taux de cotisation. Et donc cette hausse du taux de cotisation permet qu'une partie des salaires étant ce qu'on appelle en monnaie marquée, c'est-à-dire une monnaie qui n'est dépensable qu'auprès de professionnels conventionnés. La carte vitale, qui exprime cette monnaie, c'est la monnaie, on paye avec cela des professionnels du soin, soit à l'hôpital, soit en ambulatoire, mais on ne peut l'utiliser qu'auprès de professionnels conventionnés, sinon il n'y a pas de remboursement. Vous voyez, là c'est un outil énorme de gestion de la production, que la convention. Troisième caractéristique, c'est que la production du soin va être libérée complètement du marché des capitaux et, plus intéressant encore, de crédit. C'est-à-dire que l'assurance maladie collecte suffisamment de monnaie pour subventionner l'investissement, alors même que l'investissement dans les années 60 est énorme, parce qu'il faut tout créer. On démarre par les CHU, on lie l'université et l'hôpital, et puis on transforme tous les hospices en hôpitaux avec des lits actifs, on fait passer les hôpitaux psychiatriques de l'aide sociale à l'assurance maladie, enfin, etc. Il y a un investissement tout à fait énorme, sans aucun appel au marché des capitaux, sans appel au partenariat public-privé, rien de tout ça, mais également, et c'est ça qui est fondamental du point de vue communiste, avec un appel mineur au crédit public. Il n'y a pas de bon crédit. Je le signale à tous ceux qui, à gauche, préconisent un pôle public du crédit. Mon parti, le Parti communiste, les filles, enfin, ça tente de propositions autour du pôle public de crédit. C'est une proposition réactionnaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est en deçà de ce que nous avons construit. D'un point de vue anthropologique, dans le capitalisme, vous avez une inversion absolument incroyable. C'est les travailleurs qui produisent la valeur. Eh bien non, on va... Et donc le préalable, ce sont les travailleurs qui produisent la valeur, le préalable, c'est de distribuer des salaires, c'est ça le préalable à toute production. Non. Le préalable à la production, c'est une création monétaire par endettement. Et avant même qu'on soit au travail, on est endetté, soit individuellement comme travailleur indépendant, soit collectivement à travers l'endettement de l'entreprise. Nous sommes posés d'abord comme endettés. Ensuite, on produit le bien et le service. S'il est vendu, donc s'il y a une validation marchande de cette production, alors on rembourse les prêteurs, et en les remboursant, on s'enchaîne à eux davantage. Quand on dit que rembourser ses dettes libère, au contraire, rembourser ses dettes asservit, puisqu'on enrichit ceux-là même qui, par un acte incroyable, nous posent comme débiteurs, alors même que c'est nous qui produisons la valeur de l'investissement. Et en bout de chaîne, on est payé. C'est à la fin, s'il en reste. Eh bien, nous avons su, pour 10% du PIB, la production de soins, c'est 250 milliards. On est à 10% du PIB. Nous avons su inverser totalement cette logique capitaliste pour une logique communiste. Au départ, il y a le travail et le salaire. Et non pas au départ, il y a l'avance monétaire par une monnaie créée à crédit ou par des marchés financiers qui prêtent, qui avancent. Donc on a mis en place un financement de l'investissement sans endettement. C'est fondamental,
parce que les soignants ont travaillé pour soigner. C'est tout à fait autre chose aujourd'hui. Les soignants, avec une dette hospitalière absolument considérable, puisque le hausse du taux de cotisation n'existe plus, le taux de cotisation est gelé depuis 40 ans, les soignants ont perdu le pouvoir, sont les gestionnaires qui décident, et au lieu de travailler pour soigner, ils travaillent pour rembourser la dette hospitalière. Et au lieu de faire de la clinique, ils font du protocole. Au point que des fois, on craint d'aller à l'hôpital. Parce qu'on va se trouver en face de quelqu'un qui non pas applique son savoir clinique, mais applique le protocole imposé par les gestionnaires. A perdu la maîtrise sur son travail. L'endettement est fondamental dans la perte de maîtrise sur le travail, y compris l'endettement vis-à-vis d'un pôle public bancaire. Être communiste, c'est précisément pour se battre pour la suppression de l'endettement. Il n'y a pas de bon endettement. Quatrième caractéristique, la première caractéristique, une fonction collective gérée par les travailleurs, l'État communiste. Deuxième caractéristique, une hausse des salaires en monnaie marquée, et donc qui permet une gestion autre que par la planification du marché. Une régulation du marché par le conventionnement, nomenclature des actes, tarifs que doivent respecter les professionnels, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, enfin, ou ambulatoires. Deuxième caractéristique communiste. Le communisme, ce n'est pas la suppression du marché au bénéfice de la planification. C'est une régulation du marché. Alors, sauf pour les biens gratuits, évidemment, comme l'éducation. Troisième caractéristique, c'est une production qui est enfin remise sur les pieds, c'est-à-dire qui part du salaire des producteurs et lesquels sont libérés du chantage à la dette. Et puis, quatrième caractéristique, dernière caractéristique, communiste, de la production de soins, nous produisons 10% du PIB sur une modalité communiste, c'est pour ça que c'est tellement combattu par nos adversaires, c'est que les producteurs en question sont libérés du marché du travail. Ce sont des fonctionnaires. Et qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire? C'est quelqu'un qui est payé pour sa qualification personnelle. Ce n'est pas son poste qui est le support de ses droits. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Parce que les droits ne sont pas liés à son poste de travail, comme dans le privé. Dans le privé, les droits sont liés au poste de travail. Dans la fonction publique, les droits sont liés à la personne même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage. Dans le privé, si vous n'avez pas de poste, vous n'avez pas de droit, parce que c'est les postes qui décident des droits. Dans le privé, c'est jamais la personne qui est payée, c'est son poste. Dans la fonction publique, pas du tout, ce sont les personnes qui sont payées. C'est pour ça que pendant le confinement, les fonctionnaires sont les seuls travailleurs qui ont conservé la totalité de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Alors les soignantes ont plutôt plus travaillé qu'avant, mais d'autres fonctionnaires ont été en situation de bien des travailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé beaucoup moins. Ils ont été payés à 100%. Parce que ce n'est pas leur poste qui décide de leur salaire, c'est eux. C'est eux, je veux dire, c'est leur personne qui est titulaire du salaire. Là, nous sommes dans le communisme. Comment voulez-vous que les travailleurs décident de la production? C'est ça le communisme, les travailleurs décident de la production. Et quand je dis travailleurs, je dis citoyens. Les citoyens décident de la production. Et quand je dis citoyens, je dis les résidents sur le territoire. Je ne parle pas des nationaux, les résidents sur le territoire. Les résidents sur le territoire décident de la production. Comment voulez-vous décider de la production si vos droits sont liés à votre entreprise, à votre contrat de travail? Mais vous allez fermer votre gueule. Seuls des droits liés à la personne garantissent la souveraineté sur le travail. Donc quand je vois FI et le Parti communiste, toujours en danger de m'inviter, d'accord? Quand je vois FI et le Parti communiste préconiser un contrat de travail pour tous, je suis atterré. Aussi bien l'État employeur en dernier ressort de FI que la sécurité emploi formation du Parti communiste, c'est-à-dire on va
sécuriser les ressources par la continuité du contrat. C'est un recul inouï par rapport à ce que nous avons créé. Ce n'est pas par la médiation d'un contrat que j'ai des droits comme fonctionnaire, c'est en tant que personne. Vous voyez combien l'absence de mémoire dont nos organisations sont responsables, hein, l'absence de mémoire sur ce que nous avons pourtant collectivement créé, hein, la production communiste de 10% du PIB, je le rappelle, d'accord, qui suppose une fonction collective ayant force de loi gérée par les travailleurs, qui suppose une monnaie marquée permettant, à travers le conventionnement, une nomenclature des actes, un tarif des actes, bref, une régulation du marché. Une subvention de l'investissement qui supprime le poids de l'endettement sur les travailleurs et des droits liés à la personne et non pas au contrat de travail. Nous avons inventé cela et évidemment, nous allons maintenant le généraliser à toutes les productions, la production d'alimentation, mais aussi bien d'autres. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exposé? Très clair. Pas de questions? Juste pour clarifier. Je me permets, c'est une question de néophyte. Donc on comprend bien bon, que c'est une avancée complètement énorme, que probablement qui a été pas mal déconstruite, hein, donc pour brouiller les choses. Et en fait, c'était comment avant, en fait, avant que ça ne soit. C'était comment avant que ça ne soit mis sur pied. Alors, c'était comment? C'était comment? C'était jusqu'en 1961, les soins ambulatoires ne sont pas remboursés parce que les soignants libéraux refusent le conventionnement avec l'assurance maladie. Le syndicalisme médical s'est construit pour prendre ces soignants-là, il y a aussi les infirmiers, les kinés, etc. Le syndicalisme médical, la CSMF, s'est construite en 1932 en réaction aux assurances sociales de 1930 pour refuser le conventionnement avec l'assurance maladie, au nom de la perte de liberté, je ne sais pas quoi, d'accord? Et c'est donc à partir de 1961 que s'opère le conventionnement. Bon, l'astuce qui a été trouvée, c'est jusqu'alors, le conventionnement était départemental ou pas. Et donc, le syndicat médical avait la possibilité, à l'échelle du département, de refuser le conventionnement. Et à partir de 1961, le conventionnement a été individuel. Et là, il y a eu aussitôt des toubibs qui ont trouvé leur avantage d'être conventionnés, puisque du coup, il y avait remboursement. D'accord? Et donc, dès qu'il y en a eu de conventionnés, il y a eu tout le monde. Hein, d'accord? Donc, premièrement, la médecine, les soins ambulatoires n'étaient pas remboursés. Donc, ils étaient réservés à une toute petite partie de la population, et la masse de la population avait accès aux offices d'hygiène sociale, aux cabinets de santé publique, à la santé au travail, à la PMI, voilà ce qui existait. Quant à la médecine hospitalière, jusqu'en 1940, il faut être insolvable pour être admis à l'hôpital. Et du coup, d'ailleurs, de façon assez paradoxale, les assurés sociaux de 1930, qui n'étaient plus insolvables, puisqu'ils étaient jamais sûrs, mais n'étaient pas admis à l'hôpital. Ils n'étaient pas insolvables. C'est Vichy qui met fin à cette contradiction, mais dans les années 50, lorsque vous avez des siècles derrière vous d'hospitalisation réservée
aux insolvables, vous vous doutez bien que le niveau de technologie et la capacité professionnelle de ceux qui interviennent dans ces établissements sont quand même assez limités. Et donc, c'est pour cela que la réforme, en 57-58, démarre par les CHU. C'est-à-dire que l'on va lier l'université et l'hôpital, pour sortir l'hôpital de l'opinion publique était très négative sur l'hôpital, forcément. Donc pour sortir l'hôpital de sa visibilité extrêmement négative, la réforme commence par le cœur et on salarise l'élite du corps médical, ce qui était très très compliqué. C'est pour ça que les seuls fonctionnaires qui aient droit à 2 salaires publics, c'est les patrons des services, qui sont à la fois, qui ont un salaire au titre du service qu'ils dirigent et un salaire au titre du fait qu'ils sont professeurs d'université. C'est les seuls fonctionnaires. Ça a été comme ça qu'on a réussi à salariser l'élite du corps médical. Est-ce que vous pouvez développer en 2 mots, enfin c'est peut-être pas possible, la fin de votre intervention, parce que j'ai compris que vous aviez un regard un peu critique sur le programme PCF et LFI dans le domaine, et j'aimerais bien avoir votre idée là-dessus. C'est les 2 mêmes programmes, évidemment. Bon, le jeu de Roussel, c'est de dire que c'est pas les mêmes, enfin c'est les 2 mêmes, et ils sont aussi catastrophiques l'un que l'autre. Donc il s'agit de l'État employeur en dernier ressort, en FI. Ce sont les programmes sur l'emploi, l'emploi et le salaire. Donc dans le programme de FI, dès lors que quelqu'un n'a pas de contrat dans le privé, une collectivité publique va, de manière obligatoire, lui proposer un contrat, de sorte qu'il y a une continuité du contrat de travail, dont on attend une continuité des ressources, etc. La version communiste de ce programme, c'est la sécurité emploi-formation. Quand quelqu'un n'a pas un contrat de travail, qu'il soit public ou privé, elle a un contrat de formation. Il y a une obligation de lui fournir une continuité de son salaire par un contrat de formation, en estimant que par ailleurs la formation professionnelle c'est absolument décisif dans la mutation technologique, dans la mutation liée à l'obligation de passer à une autre industrialisation écologique, etc., etc. En quoi c'est désastreux? C'est désastreux parce que nous sommes, enfin c'est plein de bons sentiments, je suis d'accord, mais parce que nous sommes en recul complet par rapport à la conquête de la fonction publique. Donc il faut refaire un tout petit peu l'histoire du salaire, mais également lire mes bouquins éventuellement, parce que j'explique ça de long en large déjà depuis 40 ans. Il suffit pas, vous voyez, et puis ça fait depuis 50 ans que je suis au parti, tout ça, ça ne change rien, mais enfin ça, nous savons tous ce que c'est que la servitude d'appartenir à une organisation. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est normal. Et surtout, il ne faut pas y croire, parce que si on y croit, c'est foutu. On s'en va parce qu'on est déçu, donc on s'en va. Et puis on s'en va, puis ça sert à quoi de s'en aller? À rien, évidemment qu'il faut rester. Donc restez à FI, par pitié. Donc, n'ayez pas le syndrome du parti de gauche, d'accord, ça va. J'insiste pas. La première étape de conquête, ça a été l'emploi. Dans le capitalisme, il n'y a pas d'emploi. Le capitalisme, c'est Uber. Bon, voilà. Jamais un capitaliste ne veut être employeur. Il ne veut pas avoir la responsabilité d'employeur. Il veut que les relations avec les travailleurs soient sous la fiction du code du commerce. Voilà. Les actionnaires de Uber, de la plateforme, ils ont une relation commerciale avec les travailleurs. L'invention du droit du travail, c'est une invention qui est liée à la création de la CGT, c'est le Code du travail de 1910, qui oblige
les capitalistes à devenir employeurs, ce qu'ils ne veulent jamais être. Et de cette confrontation directe entre exploiteurs et exploités, qui jusque-là était masquée sous le doux voile du commerce, d'accord, et de la fiction de l'égalité des partis, en fait, etc., que connaissent bien les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, etc., aujourd'hui. Une fois qu'est dépassée cette fiction, alors va pouvoir se construire des institutions anticapitalistes. Et la première, c'est l'invention de la convention collective et du salaire à la qualification. Là, ça démarre en 1919. Le salaire à la qualification du poste, c'est quelque chose d'inouï. Ce n'est plus l'activité validée comme productive qui est la mesure de mon salaire. Ça, c'est le travailleur indépendant. C'est son activité validée comme productive qui est la mesure de son salaire. Et puis, c'est tous les contrats qui ne respectent pas la convention collective, les contrats de mission, enfin, tous les paiements à la tâche, tout ce à quoi les jeunes, en insertion, comme on dit, sont confrontés. Ils n'ont pas droit du tout au salaire à la qualification du poste de la convention collective. Ils ont droit à un contrat de mission, un contrat d'objectif, un contrat de chantier, enfin des trucs, un CDD qui est lié à une mission précise. C'est, encore une fois, la rémunération à la tâche. Là, nous sommes dans le capitalisme. Or, la qualification, pas du tout. La qualification, elle ne mesure pas une tâche, puisque vous prenez une branche, ça se fait par branche, les conventions collectives. Vous prenez une branche, et vous prenez tous les postes de la branche, et vous les rangez par niveau de qualification, alors même que l'activité correspondant à chaque poste est très différente. Vous allez avoir au même niveau de qualification quelqu'un ou quelqu'une qui est cariste, hôte d'accueil, comptable, infirmier, tout ce que vous pouvez imaginer, qui vont se trouver au même niveau de qualification, alors même que leur tâche est très différente. L'invention du salaire à la qualification, c'est ce qui commence à dissocier le droit au salaire de la tâche qui est faite. C'est pour cela que pendant le conventionnement, les travailleurs indépendants ou tous ceux qui avaient des CDD, de l'intérim, etc., ont été à poil dès lors qu'ils n'avaient pas d'activité validée comme productive, puisque c'est ça la mesure de leur salaire. Alors que les travailleurs du privé qui avaient un CDI avec un salaire lié à la qualification, ont conservé 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait, y compris rien. Parce que le salaire à la qualification ne paye pas la tâche que je fais, mais reconnaît la qualification dont est porteur le poste, c'est-à-dire la contribution à la production de valeur économique. Ça, c'est l'emploi. Et c'est le contrat de travail. Sauf qu'il y a un problème, c'est pour ça que la CGT s'est battue pour aller au-delà de l'emploi. Le problème, c'est que qui décide du poste, de sa localisation, de son contenu, et qui décide de qui est sur le poste? Pas les travailleurs. C'est la bourgeoisie capitaliste qui décide. Donc l'emploi, c'est une réelle conquête. Le contrat de travail, c'est une réelle conquête, mais qui va être dépassée. Toute l'ambition de la CGT, ça va être de faire passer la qualification du poste à la personne. C'est aujourd'hui encore le moteur de la CGT quand elle parle de sécurité sociale professionnelle. Faire passer la qualification du poste à la personne. Or, quelle a été la bataille entre 1906 et 1946 ? Quand je vous renvoie mes bouquins, tout ça, c'est dans mes bouquins. Quelle a été la bataille centrale pour attribuer la qualification à la personne et non pas au poste? C'était la bataille de la fonction publique. Encore une fois, un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le chômage parce que non pas parce qu'il a un contrat de travail. Dans la fonction publique d'État, il n'y a aucun contrat de travail, par exemple. Mais il ne connaît pas le chômage parce qu'il est, lui, en tant que personne, le support de ses droits, à travers sa qualification, qui n'est pas une qualification attachée à son poste, mais une qualification attachée à sa personne. On est ouvrier d'État, professeur certifié, capitaine, jusqu'à sa mort.
y compris avec la fin du service, ça n'ôte pas la qualification. C'est pour cela que la retraite dans la fonction publique, c'est la poursuite du dernier salaire, par définition. Puisqu'un capitaine est capitaine jusqu'à sa mort. Et un prof certifié est certifié jusqu'à sa mort. Donc c'est jusqu'à sa mort qu'il est qualifié. On dissocie le droit au salaire de l'activité, ça c'est déjà un gros progrès, et du poste. Proposer que tout le monde ait un poste, vous voyez l'incroyable régression. Il faut qu'on soit au degré zéro de la réflexion intellectuelle, aussi au Parti communiste qu'à l'EFI, pour dire des choses pareilles. On ne peut pas être dans la régression à ce point de dire « Ah, vous allez voir, on va donner à tout le monde un poste. » Mais non, on va donner à tout le monde une qualification, c'est tout à fait autre chose. À 18 ans, on va enrichir la citoyenneté. Comment voulez-vous construire le communisme, encore une fois, si vous ne modifiez pas complètement la citoyenneté? La citoyenneté bourgeoise, c'est déjà une très grande conquête par rapport à la féodalité. Encore une fois, la classe bourgeoise est une classe révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est celle dont il faut qu'on se débarrasse, mais elle a été révolutionnaire, bien sûr. C'est énorme de poser toute personne majeure comme en capacité et en responsabilité de la chose publique, à travers un droit qui est le droit de vote et le droit d'éligibilité. C'est énorme. Bon, nous voyons bien aujourd'hui que tout ça s'épuise, parce qu'on se voit bien que les élus n'ont pas de pouvoir sur l'économie. Donc aujourd'hui, quel est l'enjeu communiste? C'est d'enrichir la citoyenneté en posant tout majeur en capacité et en responsabilité de la production. Et ça s'exprime par un droit qui est la qualification. La qualification, c'est l'expression, c'est comme le droit de vote, hein, c'est l'expression de notre capacité et de notre responsabilité de produire la valeur. Donc à 18 ans, tout le monde a le premier niveau de qualification et les 1700 balles qui vont avec, pas les 1000 balles de France Insoumise, pas les 850 balles du Parti communiste, pas une allocation pour les jeunes, le salaire, comme expression non pas de ce que je suis en train de travailler, le salaire comme expression de ma responsabilité de production de la valeur, de ma responsabilité dans la décision. Voilà l'enjeu. C'est un enjeu anthropologique, c'est un enjeu politique. Et hélas, cette campagne présidentielle aujourd'hui se fait sur une régression majeure attribuée à tous un contrat de travail. Merci. Donc je vous propose, oui, je suis obligé d'arrêter la question. Oui. Je vous prie de m'en excuser. Vous pourrez la reposer peut-être après, dans la deuxième partie de l'après-midi, pour qu'on ait le temps de laisser à Dominique, enfin qu'on puisse lui laisser le temps de développer sa présentation. Nous allons d'abord regarder une petite vidéo sur la sécurité, non, sur la démocratie alimentaire. Partout, tout autour de la planète, tout le monde mange. Donc l'alimentation, ça concerne tout le monde. Et puisque tout le monde est concerné, tout le monde devrait pouvoir prendre part aux décisions. Décider ensemble, normalement, c'est de la démocratie. Suite au sommet mondial de l'alimentation de 1996, Tim Lang, professeur de politique alimentaire, est le premier à utiliser l'expression « food démocratie ». Démocratie alimentaire. Il fait alors le constat que les capitaux privés, donc ceux qui possèdent, semble usurper le droit des gouvernements à définir des politiques et à gouverner. Pour lui, la démocratie alimentaire, c'est donc une lutte à long terme pour permettre à tous les citoyens l'accès à une alimentation décente, abordable, bonne pour la santé, cultivée et produite dans des conditions dans lesquelles on peut avoir confiance. Nous y ajoutons une vision systémique, car l'alimentation est bien un système. D'abord, la production. Une ferme qui produit des tomates, par exemple. Ensuite, la transformation. Une usine qui fait de la sauce avec ces tomates. Puis la distribution.
des épiceries, des restaurants, des cantines, des supermarchés. Et enfin, la consommation. Et là encore, il y a de grosses différences sur qui mange quoi. On peut autant avoir une sauce tomate pleine de pesticides, de sucre, de conservateurs, qu'une autre avec des tomates bio qui viennent du maraîcher du coin. Et dans chaque étape de la filière, les grands groupes sont présents. En France, le régime de pouvoir, c'est la démocratie. Et c'est par le droit qu'elle est instituée. Autrement dit, c'est par le droit que s'expriment les décisions collectives. C'est pourquoi il paraît essentiel d'instaurer un droit à l'alimentation durable. Il existe déjà un droit à l'alimentation dans les droits humains, qui est reconnu par le droit international. Et la France fait partie des pays qui ont signé le traité. Le problème, c'est que quand le comité en charge de le faire respecter demande des comptes à la France, Elle explique comment elle finance l'aide alimentaire. les Restos du Cœur, les banques alimentaires, le Secours populaire ou la Croix-Rouge. Pourtant, l'aide alimentaire fait partie du système agro-industriel. Elle lui sert à écouler ce qui est produit en trop, donc à justifier qu'elle produise trop. Voire même produire spécialement pour la filière. Cette nourriture, souvent de moindre qualité nutritionnelle, Va nourrir les populations les plus démunies sans prendre en compte la diversité de leurs régimes alimentaires. En fait, la France confond le droit à l'alimentation avec le droit à être nourri. on est tous d'accord qu'il faut manger pour vivre, mais l'aspect biologique n'est pas le seul paramètre à prendre en compte quand on parle de régime alimentaire. Il y a aussi une dimension sociale, une dimension culturelle, et même le plaisir qu'on a à manger tel ou tel aliment, et ensemble. Un droit à l'alimentation durable doit donc prendre en compte non seulement tous ces aspects des régimes alimentaires, Mais aussi doit être accessible en termes de prix. et physiquement, il ne faut pas avoir à faire des kilomètres pour faire ses courses. Parler d'alimentation durable, c'est aussi une manière de prendre en compte les conditions de production. Économique, social, environnemental et politique. Dans l'ensemble de la filière, non seulement aujourd'hui, mais également pour les générations futures. Concrètement, ça passerait par des comités démocratiques de l'alimentation durable à différentes échelles. On part de là où vivent les gens, les bassins de vie, jusqu'au national. Tous seraient composés de tous les acteurs du système, notamment les personnes habituellement exclues des espaces de décision politique, en particulier les familles à petit budget et les femmes. Collectivement, nous déciderions de ce qui serait produit et dans quelles conditions. Ce qui nécessite évidemment que nous ayons accès facilement aux informations, au partage des connaissances et des savoirs de toute la chaîne. Et pour ça, décloisonnons nos manières de penser. Arrêtons d'envisager d'un côté l'agriculture, de l'autre l'éducation, d'un autre encore la cohésion sociale ou la santé. En fait, tous ces domaines constituent une partie de ce que recouvre l'alimentation. C'est pour ça qu'on parle de système alimentaire. Aujourd'hui, il y a une multitude d'initiatives qui fleurissent un peu partout pour reprendre en main l'alimentation. Groupements d'achat, épiceries solidaires, jardins potagers. Elles ont besoin d'un cadre juridique pour prospérer. Et ce droit à l'alimentation durable, inscrit dans la Constitution de la France, est un préalable nécessaire. Voilà. Ok, donc moi je vais vous parler de démocratie alimentaire. Donc je vais ramener les choses de façon plus concrète. Le modèle qu'il y a derrière cette proposition de démocratie alimentaire repose sur ce que Réseau Salariat met en avant, c'est-à-dire ce modèle de la sécurité sociale. On ne s'en éloigne pas, c'est basé sur complètement ce domaine-là. Mais ce qu'il faudrait peut-être, c'est pareil, là, reprendre un petit peu le cours de l'histoire, c'est finalement, on a vu monter dans le débat public la question de l'alimentation depuis à peu près une vingtaine d'années et devenir un objet politique dans les arènes de discussion publique en France à peu près depuis les années 2010. Alors il y a des raisons très précises pour lesquelles l'alimentation devient un objet politique. D'abord d'une part parce qu'aujourd'hui on est rentré dans une époque où la question de la démocratie est beaucoup discutée. Beaucoup discutée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une partie de la population ne se reconnaît plus dans le fait d'avoir des représentants ou des élus sur lesquels, pour le coup, ils n'ont pas la main, pour discuter en particulier des choix qui sont sous-tendus par le réchauffement climatique. Alors, dans les travaux qu'on a pu faire, nous, on s'appuie aussi sur les différents rapports qui ont été
produit par le GIEC, et qui donne un timing très clair sur combien de temps il nous reste pour mettre en place du changement. Et en particulier sur l'alimentation, on sait qu'on a une dizaine d'années pour mettre en route un changement assez important sur le poids de l'alimentation dans le réchauffement climatique. Bon, il n'est pas négligeable, hein, le poids de l'alimentation, il est même assez important puisqu'il représente pratiquement un tiers de la production. Alors, autour de ça, on voit aussi depuis les années 2000 ce mouvement, donc, tel que vous avez pu le voir dans la petite vidéo, qui a été initié par un certain nombre de chercheurs et de militants à l'échelle internationale autour de cette idée d'alimentation durable. L'objectif, ce n'est pas tellement de qualifier qu'est-ce que ça veut dire alimentation durable. Aujourd'hui, il y a des définitions assez stabilisées là-dessus, et donc on part de ces définitions telles qu'elles sont. La première AMAP en France, elle apparaît en 2000. Donc c'est quand même, si on réfléchit, ça fait juste une vingtaine d'années que ces questions-là arrivent par le biais d'un certain nombre de citoyens qui se posent des questions sur la qualité des produits alimentaires et qui du coup attrapent les choses évidemment par les denrées en elles-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on a dans nos assiettes, mais ils ne se contentent pas de ça, c'est-à-dire qu'ils regardent la façon dont c'est produit. Donc on va avoir ce mouvement assez fort autour des circuits courts qui va produire donc les AMAP, les marchés de plein vent, les groupements d'achat, les jardins, enfin tout ce type de choses dont on parle aujourd'hui. Et quand on a commencé à travailler sur ces questions-là aux alentours des années 2000, c'est-à-dire quand le sujet politique était en train de se renouveler là-dessus, on s'est rendu compte quand même assez rapidement que les familles à petit budget étaient peu présentes dans ce type de ces initiatives. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la phase de développement actuelle, j'en parlerai un petit peu plus tard, on voit que ça reste quelque chose de compliqué. Tout simplement parce que les familles à petit budget, comme la plupart des Français, je le rappelle, c'est-à-dire 70% de la population, font leurs courses au supermarché et s'alimentent à partir de ce qu'ils trouvent dans les supermarchés. Et d'autre part, il y a une tendance quand même assez forte de la restauration hors foyer, en particulier chez les jeunes qui habitent en ville. Voilà. Donc ça, c'est la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que la question de la démocratie alimentaire, c'est-à-dire comment on décide de reprendre la main sur nos systèmes alimentaires, eh bien, c'est finalement assez compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une histoire de circuit court. Pour rappel, au moment du premier confinement, il y a eu une réponse par le biais des circuits courts qui a été extrêmement importante, avec une mobilisation assez forte autour de l'achat, de la production des producteurs, enfin des agriculteurs qui s'est faite. Il y a eu un mouvement assez fort, mais aussi parce que c'était ce qui était le plus accessible. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose quand même, c'est qu'un an plus tard, on constate qu'une grande partie de cette population qui a acheté sa nourriture pendant le premier confinement via ce type de production en circuit court est retournée faire ses courses au supermarché. Voilà. Sauf qu'entre-temps, les supermarchés, donc les marques, les grandes marques, à la fois agro-industrielles et le système de distribution derrière, ont bien capté cette question-là. Et vous verrez qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, il y a des propositions bien plus importantes qu'avant le premier confinement sur la mise en avant d'alimentation saine ou de production issue de la production locale. Bon, ici, on voit bien, par exemple, c'est le moteur d'Intermarché. Ici, sur le Pic Saint-Loup, Intermarché est vachement présent et une partie de son approvisionnement se fait effectivement en production locale. Donc vous voyez que c'est une façon aussi pour ce système agroalimentaire de récupérer assez vite la demande sociale et de la traduire rapidement en segment de marché. On a la même situation dans la période actuelle autour d'un segment de marché qui concerne l'alimentation des familles à petit budget, l'alimentation des pauvres, dans lequel on va retrouver une phase importante de modernisation de la filière de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est une filière qui a sa place dans ce système agroalimentaire. C'est-à-dire que c'est une filière qui permet de récupérer le surplus sans interroger les conditions de la production, c'est-à-dire qu'on continue à produire beaucoup, et d'autre part renforcer par la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque une des propositions de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est effectivement d'utiliser ces produits en direction de l'aide alimentaire.
Donc on a un discours d'ailleurs aujourd'hui qui est extrêmement important et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réel, des opérateurs de l'aide alimentaire, donc les 4 opérateurs historiques qui sont cités ici dans la vidéo, mais aujourd'hui on en a beaucoup plus qui sont reconnus comme opérateurs de l'aide alimentaire et qui sont capables de faire des propositions différentes que celles de la distribution des produits de la grande distribution, comme par exemple les distributions de paniers solidaires, les distributions de production locale, etc. Et par exemple, dans la région Occitanie, on a eu, pendant le premier confinement et dans la suite, une politique régionale sur toute l'Occitanie qui a consisté à acheter de la production locale en fruits et légumes pour le redistribuer à l'aide alimentaire. Donc vous voyez, il y a une capacité de cette filière à se moderniser et à pouvoir de plus en plus répondre à cette montée en puissance de cette demande de la part de l'aide alimentaire. Donc on peut continuer comme ça. Enfin, moi je fais confiance à la capacité de créativité, en particulier d'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire pour amener des réponses modernes sur la question. Sauf que si on regarde ça du point de vue de la démocratie, ça nous pose quand même une sacrée question. C'est-à-dire comment, dans un pays comme la France, on peut accepter que 8 millions de personnes soient assignées à manger de cette façon-là, sans qu'on puisse respecter, d'une part, les régimes alimentaires, parce que ça, vous l'avez vu aussi dans le petit clip, l'alimentation, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec le groupe social dont on est issu, les pratiques familiales dans lesquelles on est, les pratiques religieuses qui sont diverses et variées. Et l'alimentation, ça transporte tout ça, c'est pas juste une question biologique. Et donc aujourd'hui, ça a l'air de ne pas poser problème ni question à ce qu'on assigne une partie de nos concitoyens à accéder à l'alimentation comme ça. D'ailleurs, on peut même se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire citoyen dans ce cadre-là, dans la mesure où on ne peut même plus décider finalement ce qu'on veut acheter ou ce qu'on veut avoir pour manger. Je suis également extrêmement choquée, et je suis choquée que les autres ne soient pas choqués, par le fait de penser que la seule solution qu'on a à proposer à la jeunesse dans notre pays, aux étudiants aujourd'hui, c'est d'aller se ravitailler à l'aide alimentaire, d'avoir le droit à un repas à 1 €, ce qui est plutôt intéressant, sauf que ce repas à 1 € derrière, quand on va regarder ce que c'est certainement pas cette alimentation qui permet de rester en bonne santé. Parce qu'il y a une chose dont on est absolument certain et certaine aujourd'hui, c'est que l'alimentation fait partie des 4 éléments principaux responsables d'un certain nombre de problèmes de santé. On a l'alcool, le tabac, l'alimentation et les conditions environnementales dans lesquelles on est, qui sont aujourd'hui responsables d'une partie des maladies chroniques. Donc c'est un peu compliqué de voir la situation d'un point de vue démocratique aujourd'hui autour de ces questions d'alimentation et qui ne soit pas, à chercher des solutions qui permettraient d'avoir un accès égalitaire et universel à une alimentation qui nous permette d'être en bonne santé. Donc on a rendu en début novembre une expertise collective sur la filière de l'aide alimentaire. Donc, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller regarder. Et dans ce rapport, on fait une analyse de tous les dispositifs d'accès à l'alimentation qui sont proposés, y compris les dispositifs dits modernes, et on montre bien que ces dispositifs, en tout cas, ne cochent pas toutes les cases d'un respect de la dignité des personnes pour manger, des conditions de production, de transformation et de distribution qui répondent à ce que nous demande le réchauffement climatique, le respect évidemment des travailleurs et des travailleuses de toute cette chaîne, et qui met en captivité une partie de la population pour finir les gaspillages, le surplus, et y compris une production spéciale pour eux et elles. Voilà. Dans cette histoire de démocratie alimentaire, on a aussi quelque chose qui est important. C'est pour ça qu'on a appelé cette conférence « Les besoins de la vie ordinaire ». C'est que finalement, cette histoire d'alimentation, elle est tellement commune, elle nous est tellement collective, qu'on n'y fait même plus attention,
et qu'on a perdu la mémoire finalement du lien entre ce qu'on a dans nos assiettes et la façon dont ça arrive dans nos assiettes. Donc déjà, la première chose, c'est qu'au moins toutes ces initiatives, même si elles sont encore aujourd'hui du côté d'une population instruite, éclairée et militante, qui sont ces initiatives autour des AMAP, des groupements d'achat et des choses comme ça, ce que ça a permis, c'est quand même de faire monter en compétence la société sur la compréhension de ce que c'est qu'un système alimentaire. Voilà, donc ça, c'est un acquis qui est plutôt intéressant. Et là-dessus, comme ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire ce besoin qui est absolument nécessaire aujourd'hui, qui est celui de nous remettre en mémoire ce que ça veut dire l'accès à ces besoins de la vie ordinaire, donc manger en particulier. Et autour de ça, il y a aujourd'hui aussi tout un discours sur l'éducation qui est assez fort. C'est important de le regarder d'un peu plus près parce qu'on est aussi dans une période où il y a une volonté d'imposer des nouvelles normes alimentaires en respect à la question de la santé. On est bien d'accord, je ne conteste pas le lien entre alimentation et santé, bien évidemment, mais on voit bien que derrière, il y a aussi une façon, la façon dont les acteurs du système agroalimentaire sont en train de se réapproprier les normes pour continuer à nous faire une proposition dans le même cadre. D'où la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, avec cette idée que ce système-là nous permettrait de reprendre la main sur la façon dont on veut obtenir cette alimentation. Alors, je ne vais pas revenir sur la cotisation sociale, le conventionnement, etc. Tout ça, ça a été bien amené par Bernard. Moi, j'insiste sur un aspect qui me paraît essentiel, qui sont les enjeux autour de la démocratie sociale. Parce que quand même, sur toute la période que vient de nous évoquer notre camarade Bernard Friot, il y a eu quelque chose quand même qu'on connaît par cœur, nous les femmes, c'est la façon dont les femmes ont été quand même terriblement exclues de ces dispositifs, non pas parce qu'il y avait une volonté dès le départ d'éliminer les femmes, c'est pas ça, c'est que les formes d'organisation politique telles qu'elles existent, elles sont profondément ancrées dans le patriarcat, et dans cette conception patriarcale, en particulier sur les questions techniques et politiques, c'est les hommes qui ont la parole, c'est pas les femmes. Voilà. Donc, dans cette question de sécurité sociale de l'alimentation, l'idée c'est aussi, de prêter attention aux familles à petit budget, qui aujourd'hui sont complètement exclues des lieux de décision et des lieux de parole, et de faire attention également à la présence des femmes qui, elles, pour la plupart d'entre elles, prennent en charge ces questions-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait une proposition d'organisation démocratique des caisses de sécurité sociale de l'alimentation. Donc je voudrais juste vous montrer la proposition qu'on fait pour en discuter un petit peu avec vous. Voilà. On est un petit fauteuil sur le... OK. Voilà. Ça, c'est disons, du coup, ça nous oblige à découper la question. Parce que Bernard, dans son intervention, le dit bien, il nous parle de démocratie économique avec le financement par la cotisation, la discussion autour du conventionnement. Il y est revenu à plusieurs fois, qui décide quoi, où et comment. Donc pour nous, c'est la même chose. Sauf que on insiste sur cette idée de démocratie sociale. Et ça veut dire qu'il faut qu'on repense les dispositifs démocratiques. L'expérience qu'on a pu avoir les uns et les unes et les autres sur les ronds-points des Gilets jaunes nous ont montré que la question de la représentation, c'est-à-dire si on reste sur un dispositif de caisse de sécurité sociale tel qu'il est parlé ou proposé aujourd'hui, qui en particulier s'adosse sur des échelles territoriales administratives, on va se retrouver dans une situation qu'on connaît par cœur qui va d'une part mettre en avant des experts, des expertes, mettre en avant des professionnels de la question, et troisièmement, va de toute façon pas prendre en compte ce que j'ai déjà dit, à savoir les habitants et les habitantes lambda du coin, les familles à petit budget, évidemment, et encore une fois les femmes. Donc on propose de repartir autour de ces histoires de conventionnement des acteurs et des actrices et des produits, puisque c'est ça l'essentiel. On propose de... C'est là l'autre diapo ?
Voilà, on propose cette organisation en groupes locaux d'alimentation durable et on propose que ça s'adosse au bassin de vie, à la notion de bassin de vie. On pense que les échelles administratives telles que les départements ou les cantons, et on pourra discuter de l'échelle de la région aussi, sont des réseaux administratifs et politiques dans lesquels les réseaux d'influence sont extrêmement puissants. Et que si on s'adosse sur ces réseaux-là, on va se retrouver avec ces problèmes de représentation qu'on connaît par cœur. Donc on propose de partir à l'échelle des bassins de vie avec une organisation de groupes locaux en alimentation durable. On propose aussi la mise en place de ce qu'on appelle les groupes de pairs. Et ce modèle-là, on l'a discuté, on l'a testé dans plein de discussions avec des tas de groupes. Et en particulier, on a eu des propositions venant de la part de jeunes femmes qui disent que ce qui serait intéressant dans cette organisation, c'est qu'on ait des groupes locaux d'alimentation durable que de femmes en particulier, et on propose même que cette organisation territoriale qui se met en place fasse en parallèle un système dans lequel il n'y aurait que des femmes, et de l'autre côté un système mixte, et qu'au bout du compte il y ait une discussion qui se fasse entre ces deux types de propositions. C'est pour ça qu'on appelle ça une confédération et pas une caisse nationale de sécurité sociale. Voilà, donc ça c'est notre proposition concrète d'organisation de démocratie sociale dans le cadre de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc moi j'emploie pas le terme citoyen et citoyenne dans la mesure où aujourd'hui ce terme-là il est souvent équivalent à droit de vote et que l'apprentissage en tout cas qu'on peut faire des ronds-points des gilets jaunes, c'est plutôt la question des habitants et des habitantes. Bon. Et bien évidemment, dans cette notion de citoyenneté, d'ailleurs il y a un mouvement qui s'appelle Food Citizen, qui ramène cette question-là à l'échelle de l'alimentation, avec à la fois la discussion sur qui on conventionne, comment on fait, et surtout comment on apprend ensemble. Parce qu'un des risques majeurs de la situation actuelle, c'est de penser que la réponse, on va l'avoir que par les circuits courts. Cette situation-là aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est-à-dire que du côté de l'offre alimentaire, on reste sur une offre alimentaire qui vient des circuits longs. Et ce n'est pas parce que c'est des circuits longs, entre parenthèses, qu'on a des mauvais aliments. Il faut aussi sortir de ces visions toutes faites et toutes prêtes qu'on nous donne un peu partout et regarder qu'à nos échelles, c'est plus la recherche d'hybridation entre les filières qu'on va pouvoir relocaliser et les filières longues qu'on va pouvoir garder. Et en particulier pour une autre raison qui est extrêmement importante, c'est que, par exemple, nous, dans la région dans laquelle on est, je vois mal comment on va se passer, on va faire comme si il y avait une frontière avec l'Espagne et puis se préoccuper des Espagnols, ou puis se préoccuper des productions agricoles qu'il y a de l'autre côté de la Méditerranée, en sachant que nous faisons partie des pays qui ont imposé à ces pays de l'autre côté de la Méditerranée de produire pour nous. Donc on est dans une forme d'interdépendance qu'on est obligé de penser d'un point de vue politique et qu'on doit partager. Et l'alimentation, c'est un très bon exemple pour montrer que ce n'est pas parce qu'on va fermer nos frontières, ce n'est pas parce qu'on va faire nos petits groupements d'achat et nos petites AMAP là, entre nous, que la question de l'accès à l'alimentation de façon universelle va pouvoir se régler. Donc il faut accepter de la regarder à une autre échelle. On peut effectivement se poser la question de la souveraineté alimentaire, qu'on n'aura pas à l'échelle d'un territoire comme la France, que normalement on aurait pu avoir à l'échelle d'un continent comme l'Europe, en particulier avec un pays qui s'appelle l'Ukraine et qui produit le blé dont nous avons tous besoin. Et on va voir ce que ça va avoir comme conséquence sur notre alimentation dans les semaines qui vont venir. Donc vous voyez, c'est complexe. La question ne peut pas se résoudre simplement en disant produisons à côté de chez nous. Bien sûr qu'il faut relocaliser, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est complètement illusoire de penser qu'on va résoudre la question de l'accès à l'alimentation égalitaire, j'insiste sur ce terme, c'est-à-dire sur le fait que l'ensemble des habitants et des habitantes puissent
obtenir des aliments qui leur permettent de rester en bonne santé. Et dans cette proposition autour de l'aide alimentaire, nous on fait une proposition de sortie de l'aide alimentaire en 10 ans, en s'appuyant sur cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation, en particulier avec la proposition du versement d'une allocation mensuelle sur le modèle des allocations familiales à l'ensemble de la population. À l'ensemble de la population, et j'insiste là-dessus, parce que c'est notre seul levier sur l'offre. Bien sûr que derrière, il va falloir réguler tout ça, mais c'est extrêmement important. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, le modèle des allocations familiales, entre parenthèses, il y a quand même un peu des plafonds. Hein. Je vous le dis, c'est pas, tout le monde n'y a pas le droit comme ça, mais la partie de la population qui n'a pas le droit à cette allocation, aux allocations familiales, elle est très minime. Donc ça, c'est une première chose. Et dans le cadre de l'allocation, de la sortie de l'aide alimentaire, on sait par exemple que la population qui, à partir du premier confinement, est aujourd'hui à l'aide alimentaire, celle-ci, il faut la sortir de là rapidos, en lui redonnant de l'autonomie par le biais d'une allocation, parce qu'on sait par expérience que quand les gens rentrent dans ce système-là, c'est difficile pour eux d'en sortir. Donc là, on a à peu près 2 millions de personnes à qui on pourrait redonner de l'autonomie par cette allocation. On a ensuite une partie de la population qui est aux alentours d'1 million, 1,2 million, pour laquelle la question de l'aide alimentaire reste d'actualité. C'est l'ensemble de la population qui vit dans les camps, dans les bidonvilles. Sur Montpellier, on a 12 bidonvilles. C'est les gens qui sont dans la rue. C'est les réfugiés qui arrivent, qui dans un premier temps ont besoin de cette assistance alimentaire, et en sachant que la réponse autour de l'assistance alimentaire, ce n'est pas forcément la distribution de colis alimentaires, hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, des casseroles, des bouteilles de gaz, ça peut être l'accès à des cuisines collectives. Donc il faut aussi faire évoluer les réponses qu'on peut avoir de ce côté-là, et on a une population autour de 4 millions à peu près de personnes qui accèdent à cette alimentation depuis longtemps par le biais de la distribution de l'aide alimentaire et pour lesquelles il va falloir qu'il y ait un travail d'accompagnement, d'où notre proposition aux opérateurs de l'aide alimentaire qui est de leur dire comment vous voyez votre changement de rôle dans cette proposition qui serait celle d'une sécurité sociale de l'alimentation et en 10 ans sortir de l'aide alimentaire. Voilà. Je vous remercie. Merci Dominique. Est-ce que vous avez des questions concernant cet exposé donc, sur la démocratie alimentaire et sur la sécurité sociale de l'alimentation ? Merci, c'est juste une précision sur le rôle précis des GLAD. Oui. Là, il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors c'est vrai que je suis passée un peu vite, mais c'est la proposition d'organisation de la sécurité sociale, puisque finalement, les caisses locales de la sécurité sociale sont les lieux, finalement, c'est là que se décide et se discute le conventionnement en particulier. Bon, donc, comme par exemple, d'un point de vue historique, si je ne me trompe pas, Bernard, le fait que ces caisses de sécurité sociale étaient le lieu où on conventionnait les médecins, d'un point de vue au niveau d'un département, des choses de cet ordre-là. Donc là, on l'appelle un peu différemment, parce que ce qu'on pense, c'est que les groupes locaux d'alimentation durable, c'est plusieurs groupes locaux d'alimentation durable qui formeront une caisse de sécurité sociale. Alors on découpe encore un peu plus ce dispositif-là pour être à l'échelle de là où vivent les gens, quoi. Si on ne fait pas ça, on va continuer à être dans une situation où ce sont des représentants qui arrivent par le biais de représentations diverses, hein, comme on peut voir par exemple dans la composition du Conseil national de l'alimentation, qui se présente comme étant le Parlement de l'alimentation, et qui a des représentants des 4 activités qui sont nécessaires pour manger, hein, production, transformation, distribution et consommation, et qui sont des représentants finalement nommés ou désignés par leurs organisations
même y compris les associations de consommateurs hein, qui sont présentes dans ce Parlement, mais c'est pas vous ni moi, quoi, ça c'est sûr. Donc sur des activités de la vie ordinaire, donc celles qui nous sont communes à nous tous et toutes êtres humains, la question c'est comment on remet en route la machine démocratique, hein, comment on est en capacité de participer collectivement à la prise de décision sur quelque chose dont on a besoin, qui est celui de manger. Donc on pourrait imaginer par exemple qu'on a 2 groupements locaux sur le Pic Saint-Loup qui répartiraient les possibilités de discussion et qu'ensuite ces 2 groupes locaux d'alimentation durable du Pic Saint-Loup rejoignent une caisse de sécurité sociale de l'alimentation qui se ferait à l'échelle de Montpellier, métropole. Ils auraient des organisations aussi en groupes locaux d'alimentation durable et toute la grande métropole, c'est-à-dire pas que la métropole, mais aussi le Pic Saint-Loup et je pensais aussi à Clermont-Lérault là-haut. Voilà. On pourrait imaginer des choses comme ça, mais vous voyez bien que derrière, ce que ça veut dire, c'est quand même la remise en route d'une pratique démocratique et d'apprentissage quand même de cette pratique démocratique. Hein. Et vous êtes bien placés les uns et les autres comme moi pour voir comment c'est compliqué et difficile aujourd'hui de mobiliser nos voisins, nos collègues sur le fait de participer à des exercices de cette nature-là. Voilà. On a été quelques-uns à essayer de proposer sur les ronds-points des Gilets jaunes un atelier populaire de démocratie alimentaire et on n'y est pas arrivé. Voilà, donc c'est pour dire que la période n'est pas non plus facile pour arriver à faire en sorte que ces formes d'organisation-là soient reprises par l'ensemble de la population. D'où le risque, et d'ailleurs ce n'est pas le risque, c'est la réalité, c'est la façon dont aujourd'hui le système agroalimentaire, à travers ses différents acteurs et activités, reprend la main sur les réponses. Hein. Et le segment de marché alimentation en direction des pauvres, il est largement ouvert. Oui, je voudrais revenir effectivement sur ces groupes locaux d'alimentation durable. Tu as évoqué le fait que ce seraient des groupes ou certains d'entre eux qui pourraient être uniquement composés de femmes. Oui. Alors je pense que cette non-mixité n'est pas une avancée démocratique que tu mentionnais tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais préciser les présupposés qui amèneraient à cette non-mixité de ces groupes-là? Alors, là-dessus, on reprend l'idée des groupes de pairs, c'est-à-dire c'est comment des gens qui se reconnaissent à la fois du même groupe social et des mêmes intérêts décident de se réunir ensemble pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire, parce que dans les instances plus ouvertes, les rapports de domination assez classiques dans les arènes de discussion font que tu as une partie des gens qui ne peuvent pas parler. Donc on cherche aussi les formes démocratiques qui permettent à ce que la parole puisse s'exprimer. L'alimentation, comme l'agriculture d'ailleurs, hein, entre parenthèses, sont des activités qui sont quand même largement dominées par des visions patriarcales. C'est-à-dire la production, c'est quand même l'affaire des hommes. On voit bien, par exemple, dans le système agricole, comment les femmes agricultrices ont vachement de difficultés à faire entendre leurs propositions. On voit bien que toutes ces questions qui ont à voir finalement avec la vie de tous les jours sont aussi des activités qui sont considérées comme étant du ressort de la vie familiale, du ressort domestique, et de renvoyer ça en permanence au fait que c'est la place des femmes. Moi, je pense que ces espaces-là sont des espaces à politiser. Je ne vois pas pourquoi ils seraient exclus du débat public. Mais par expérience, on sait bien aussi qu'il y a un déficit d'apprentissage
à pouvoir reprendre la main sur la discussion politique, sur le fait de pouvoir se faire entendre. Et ça passe par des groupes non mixtes. Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut être en désaccord avec vous. Pardon? On peut être en désaccord avec vous. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour discuter, pour avoir été invitée dans plein de forums et de débats depuis le premier confinement sur ces questions-là, le nombre de fois où j'ai été la seule femme à être présente dans les débats et dans les discussions, et à être en permanence en présence avec des hommes, à avoir ramé pour essayer de faire entendre ce que j'ai à dire, et ou à me retrouver dans des situations où ce que je dis moi est pensé comme étant secondaire. C'est bien une histoire de femmes qui cherchent à reprendre la main sur la vie de tous les jours et à être essentiellement sur des débats très techniques, très politisés. Or, ce que je dis, c'est aussi très politique. Vous connaissez que c'est pas un privilège de dame, parce que la présidente de la FNSEA, c'est une femme. Oui. La FNSEA, je ne pense pas que ce soit, en tout cas pour l'environnement, un modèle. Ces sujets sont extrêmement complexes et surtout très énergivores. Il faudrait aussi les lier à la diminution du temps de travail qui serait l'impératif. Rappelez-vous, à l'époque, cette utopie, là, le ministère du temps libre. Donc, c'est une question, parce que c'est très, très complexe, parce que ça prend beaucoup de temps. Bien sûr. Mais c'est fondamental, parce que l'alimentation, ça relie tout le monde. Et ce serait aussi un extraordinaire apprentissage de remettre en place le collectif. Et peut-être au-delà de l'économique, enfin parler de politique, j'irais même jusqu'à dire de philosophie, de poésie, parce que c'est bien de cela un peu qu'il s'agit aussi. Oui. Alors, ce sur quoi je n'ai pas trop insisté, c'est aussi sur ces enjeux de sécurité sociale, on part de choses qui sont déjà là. C'est-à-dire, on ne réinvente pas tout. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont là. Par exemple, sur la question du droit à l'alimentation durable, on part de l'ensemble des actions qui sont mises en place par les collectivités territoriales autour de l'alimentation, sauf que ce qu'on essaie de faire et de proposer, c'est de dire, voilà, l'ensemble de ces actions que vous avez menées, comment on pourrait faire pour les mettre au service d'une sécurité sociale de l'alimentation. Voilà. Et simplement déjà de mettre ça en place dans des perspectives comme ça modifie déjà pas mal de choses. Bon, on est quand même dans un pays qui a une multitude de lois, de décrets d'application qui s'empilent et sous forme d'obligations, en particulier pour les collectivités territoriales, et qui les met aussi dans certains moments dans des impasses d'action quand même assez fortes. Oui, juste peut-être une dernière question. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'organisation de l'agriculture comme sont organisés les CHU, c'est-à-dire sur la base de la sécurité sociale, où le paysan ne serait plus propriétaire en fait de la ferme, du matériel, du bétail, mais il pourrait se consacrer pleinement à la production alimentaire et ainsi débarrasser en fait des outils de production. Il pourrait pleinement se consacrer à la production. Et comment son salaire serait-il défini pour le mettre aussi à l'abri des aléas du climat et du marché? Bon, Dominique me cède la parole pour répondre à ça. Moi, je veux bien, mais enfin... je vais répondre de façon un peu générale. Je ne pense pas qu'il soit bon que les propriétaires d'usage des outils en soient aussi les propriétaires patrimoniaux. Mais c'est une réponse générale. L'analyse, par exemple, que Benoît Boritz fait des coopératives montre très bien les limites du fait que les sociétaires sont les propriétaires patrimoniaux de l'outil. Et donc, parce qu'un outil, ça a deux fonctions. Enfin, c'est un outil qu'on utilise, et puis c'est un outil qui a de la valeur, qui peut être acheté, vendu, etc. Et donc, est-ce qu'il faut que ce soit les mêmes qui utilisent et qui possèdent patrimonialement, Et je pense qu'effectivement, il faut, mais c'est une chose à mettre en débat, distinguer la propriété d'usage de la propriété patrimoniale.
et qu'il serait meilleur que les entreprises, qu'elles soient individuelles ou collectives, soient évidemment la propriété d'usage des travailleurs, et pas que des travailleurs, des usagers aussi d'ailleurs. Hein. Je pense que on ne peut pas confier l'armée aux militaires et il ne faut pas toujours confier la production aux travailleurs. Hein. Confier la production aux travailleurs, ça peut poser des problèmes, hein, parce qu'il y a une forme d'amour de la technologie qu'on met en place, etc., qui parfois s'exonère d'une considération sur son utilité sociale, sur les incidences, etc. Donc, y compris la propriété d'usage d'un outil doit être le fait non seulement de ses usagers directs, mais également de ceux qui vont utiliser le produit qui est fait, etc. Alors, quant à la propriété patrimoniale, je pense qu'il faut qu'il y ait des collectivités publiques qui soient propriétaires patrimoniales des outils. Hein, et ça vaut, je pense, pour l'agriculture comme pour le reste. Et comment vous imaginez le salaire d'un paysan? Actuellement, il est contraint au marché, aux aléas climatiques, dans une nouvelle forme. Comment vous le voyez? Ah ben c'est un salaire à la qualification personnelle. C'est ça qu'il faut absolument bien poser. Hein. Un paysan conventionné, hein, d'accord, qui passe convention avec la caisse de sécurité sociale de l'alimentation, il est payé par cette caisse, évidemment. Il est payé à la qualification dont il est porteur. Il ne se paye pas sur son bénéfice. Hein. Son chiffre d'affaires, il le verse à la caisse. Hein. Tout comme les toubibs conventionnés, ils ne se payent pas sur leur chiffre d'affaires. C'est la caisse qui les paye, hein, évidemment. Hein. Si nous voulons, au demeurant, ça ne vaut pas que pour... ça vaut pour tout. Si nous voulons que le salaire soit un attribut de la personne, il ne peut pas être versé par une entreprise. Aucune entreprise ne peut assumer le salaire à vie de quelqu'un. C'est impossible. Hein. Il faut bien qu'il y ait une mutualisation des valeurs ajoutées, hein, par les entreprises, et que ce soit la caisse qui verse les salaires. Et du coup, les salaires des paysans sont complètement sortis de l'aléa climatique, puisqu'ils sont payés à la qualification personnelle et pas du tout selon le bénéfice d'une activité qui, elle, est extrêmement dépendante de l'aléa climatique. Tous ceux dont on a débattu, enfin, que vous avez exposés, posent quand même la question de fond du pouvoir des citoyens et des travailleurs sur les instances décisionnelles, quelles qu'elles soient. Et donc, on est à quelques semaines d'une échéance électorale majeure, dans laquelle, notamment la France Insoumise, pose de façon centrale la question du processus constituant. Que pensez-vous? Cette question s'adresse aussi bien à Dominique qu'à Bernard. Que pensez-vous de la possibilité productive de ce processus constituant concernant les questions dont on a parlé depuis tout à l'heure? Dominique. Je veux dire, mettre en route ce processus constituant, bien sûr, c'est super important. Dans la situation dans laquelle on est, c'est absolument nécessaire. Après, moi, je vais revenir sur ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Bon, moi, je fais partie des gens qui sont à la France Insoumise depuis un moment. En particulier, j'ai participé à l'élaboration du livret agriculture et alimentation aux présidentielles précédentes. Et la garantie démocratique, elle est un peu juste pour moi. Donc moi je veux bien qu'il y ait un processus comme ça qui soit en place, mais comment on garantit, comment on est en capacité de mettre en place des débats qui permettent la discussion complète avec des postures qui ne soient pas celles de fonctionner uniquement sur la majorité. C'est pas parce qu'on est en minorité qu'on a tort, je le rappelle. Et la deuxième chose,
en se donnant les moyens d'un véritable débat dans la rencontre avec les gens. Et je ne dis pas que nous tous, nous toutes, nous ne sommes pas animés par cette intention-là. Hein. J'en suis absolument convaincue. Mais ce que je sais quand même par expérience, c'est que pour moi, les conditions démocratiques ont besoin d'être travaillées beaucoup plus que ce qu'elles ne le sont actuellement. Et je le redis avec force, je pense qu'aujourd'hui, on est sur des formes de discussion et de débat public qui excluent une partie de la population, dont les femmes. Moi, j'ai vraiment aucune compétence sur les processus constituants. Je suis évidemment pour qu'on sorte de cette république absurde. Je voudrais rappeler simplement quelques observations que j'ai faites sur le régime général de sécurité sociale. Le régime général de sécurité sociale, pour qu'il soit véritablement dans les limites même de départ qui maintenait une présence de l'État et des patrons, pour qu'il soit véritablement en démocratie sociale, ça supposait des conditions qui n'ont pas été remplies. Et qui fait que lorsque cette démocratie a été supprimée en 1967, il y a eu des manifs, mais au bout du compte, cette suppression a été avalisée sans conflit majeur. Au départ, tous ceux qui ont mis en place le régime général institutionnel en 1946 ont veillé, et on rejoint les GLAD là, ont veillé à ce qu'il y ait des déclinaisons de la caisse départementale dans toutes les entreprises, pour que les salariés soient chez eux dans cette caisse, et puis qu'ils y soient physiquement. Alors là, ça a été obtenu, enfin ça a été conquis au départ, mais il y a eu une obsession patronale à ce que le régime général de sécurité sociale quitte les lieux de travail. Également, avait été imposé par les travailleurs aux premières élections de 1947 que les élections des administrateurs se fassent dans les entreprises. Et là encore, dès les élections de 1950, c'était en mairie. Hein. Donc, il y a vraiment une condition, mais absolue, hein, de proximité physique de l'institution avec ceux qu'elle met en démocratie. Hein, c'est vraiment décisif. Et puis, lorsque j'ai interrogé, démarrant ma thèse dans les années 70, lorsque j'ai interrogé les administrateurs CGT, moi j'étais à Meurthe-et-Moselle, les administrateurs de la CGT de la Meurthe-et-Moselle, qui avaient été administrateurs du régime général avant 67. Ils m'ont dit, on était devenus des techniciens de la Sécu, coupés des travailleurs. Pourquoi ? Parce que dans la CGT, ce sont les fédérations qui ont le pouvoir sur le salaire. La confédération, elle n'a aucun pouvoir. Or, le régime général, c'est interprofessionnel. Il n'y avait pas donc d'instance politique pour soutenir les administrateurs. Donc il y a une autre condition fondamentale pour qu'une institution soit démocratique, c'est qu'il y ait des instances politiques à la hauteur pour soutenir les administrateurs. C'est pourquoi d'ailleurs je ne crois pas beaucoup au tirage au sort, parce qu'il n'y a pas cette capacité-là. Bon, c'est une parenthèse, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, hein, mais je voulais simplement rappeler des observations empiriques d'une quelque chose de formidable. Hein. Encore une fois, la gestion par les intéressés eux-mêmes de l'équivalent du budget de l'État, ce n'est quand même pas rien, c'est énorme. Hein. Et puis, c'est parti à notre boudin, comme ça. Pourquoi ? Oui. On est quand même... c'est organisé par la France Insoumise ici. Il y a eu des attaques en règle qui nous secouent forcément. Puisque Bernard, vous dites que voilà, c'est insuffisant ou c'est même contre-productif et même une régression sociale que de proposer des emplois dans le cadre de cette campagne électorale. Moi, j'avais quand même une question, et puis j'ai une réflexion, c'est qu'on propose quand même de la qualification,
pas dans le sens où c'est proposé la qualification à vie, le salaire à vie, mais il y a quand même un enjeu d'hybridation des systèmes dans un moment où la régression, y compris à l'intérieur des systèmes qui utilisaient le fonctionnariat prioritairement, par exemple dans l'éducation nationale, où on a massivement recours aujourd'hui au contractuel, donc on sort du fonctionnariat, on est dans ce processus-là. Il est à repenser aussi la transition vers de nouveau du fonctionnariat peut-être, et que dans le programme de la France Insoumise, on pense la qualification, on pense les pôles publics, on pense par exemple pôle public du médicament, on pense éventuellement pôle public bancaire, on pense donc la reprise en main par le collectif de systèmes qui sont aujourd'hui plus ou moins totalement privés, si ce n'est complètement privés. Et donc, on est déjà en train de penser l'après. Moi, j'ai une question. Dans un système qui est celui que vous visez, combien de temps ça mettrait en partant de l'instant T, là, pour arriver à du salariat qui vise pratiquement un fonctionnariat? Je ne sais pas si je confonds dans votre conception des choses. Parce qu'il me semble quand même à la France Insoumise qu'on peut être un système hybride dans un premier temps, et qui vise avec optimisme à un idéal plus communiste peut-être. Voilà, comme moi je 10 ans. Bonsoir. Oui, oui. Mais précisément, à propos de l'exemple que vous donnez des services publics, dans lequel actuellement dans les services publics, il y a 6 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires et 1 million de contractuels. Si nous posons le droit au contrat comme contrat fondamental, comment allons-nous combattre la contractualisation de ce million de fonctionnaires et revendiquer leur titularisation? Sinon, comme une espèce de privilège. Pourquoi est-ce que nous avons perdu le statut des cheminots, le statut des postiers? Celui des électriciens et gaziers est en grande difficulté, celui des fonctionnaires est en immense difficulté. Prenez par exemple notre silence complet face à la loi d'août dernier qui a suspendu les soignants non vaccinés. Attendez. Je laisse, je vais aller jusqu'au bout et peut-être que vous n'allez pas m'applaudir. Nous avons défendu le fait qu'on suspende des fonctionnaires soignants alors que déjà on n'en a pas assez, etc., et puis c'était dégueulasse, etc. Mais il y a eu un silence total sur le fait que ces fonctionnaires suspendus ont leur salaire suspendu. Ce qui est le contraire de la fonction publique. L'article 3 de la loi de fonction publique de 83, puisque c'est un autre ministre communiste, Anicet Le Pors, qui a actualisé la fonction publique, qui a été mis en place par un ministre communiste, Maurice Thorez, en octobre 1946. Donc l'actualisation qui se fait en 83, l'article 3 dit « Tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement, bien sûr. » Puisqu'on n'est pas payé pour ce que l'on fait, on est payé pour ce que l'on est. C'est vraiment décisif, cette affaire. Silence syndical, CGT, solidaire. Bon, je ne parle même pas de FO de la CFDT, bien sûr, mais silence syndical absolu. C'est-à-dire que nous n'avons pas pris la mesure du tout de la nouveauté qu'il y a attribué des droits à la personne et non pas à son poste. Si donc nous préconisons le contrat de travail pour tous, mais nous sommes dans une régression considérable par rapport à la conquête, non pas d'un droit au contrat, mais d'un droit à la qualification. Alors, ça n'entraîne pas une suppression des contrats de travail, bien sûr que non. Je suis titulaire d'une qualification et d'un niveau de salaire, bien. Je veux l'utiliser dans une entreprise. Évidemment que je vais passer contrat avec l'entreprise. Mais un contrat qui ne va pas définir mon salaire, etc., puisque c'est un attribut de ma personne, qui va définir mes responsabilités dans la boîte, les réunions auxquelles je dois participer, les horaires, ces choses comme ça. Bien sûr que ce contrat-là, il va rester, avec une sanction
si je ne respecte pas ce contrat. C'est pas une obligation, c'est pas une société sans obligation ni sanction, une société communiste évidemment. Mais vous voyez que c'est pas ce qui définit mes droits du tout. C'est ce qui définit les conditions dans lesquelles j'exerce la qualification dont je suis porteur. Mais ça ne définit pas ma qualification. C'est fondamental à ce point. Donc, le fait, encore une fois, de dire « nous allons proposer un contrat de travail pour tous », pour moi, c'est avoir continué dans la cécité dont témoigne l'absence de réaction à la loi d'août dernier sur la question précise de la suppression du salaire de fonctionnaires qui sont supprimés d'activité. On continue notre cécité là-dessus. Alors maintenant, qu'un truc privé devienne public, bah, c'est pas mon truc, très franchement. Je le dis clairement. La distinction public-privé me semble pas très progressiste. La distinction progressiste, c'est communiste-capitaliste. Parce que vous pouvez avoir un dispositif public dans lequel la voix des travailleurs est nulle. Et ça fait réfléchir, si vous voulez, le fait que, alors même qu'ils ont un statut qui collectivement leur permet de résister à des directives avec lesquelles ils sont en désaccord, les fonctionnaires acceptent de faire des travaux avec lesquels ils sont en désaccord. C'est-à-dire que le fait que l'on soit dans un service public ne nous donne aucune certitude sur le fait que c'est nous qui décidons. Or, pour moi, ce qui est décisif pour décider de quelque chose, enfin d'une institution, c'est qui décide. C'est pas son statut juridique. Qui décide? Public-privé, je vois assez peu de différence dans qui décide. Combien de temps? Écoutez, combien de temps pour conquérir la décision? Mais ça suppose de la façon dont nous menons la bataille collective. Nous sommes embarqués depuis maintenant 1986, à la première fois qu'est opérée une réforme du régime des retraites, avec l'indexation non plus sur les salaires mais sur les prix des pensions dans le régime général. C'est Seguin c'est sous la première cohabitation, Seguin comme ministre de Chirac qui fait cette attaque considérable contre le régime général. Ça fait donc maintenant 87-2022, ça fait combien? Ça fait 35 ans, d'accord? Ça fait 35 ans que nous sommes mis en échec sur une bataille fondamentale. Beaucoup de la perte de crédibilité syndicale et politique vient de cet échec sur la bataille sur la retraite. Qu'est-ce que serait qu'une bataille communiste qui assume le geste de Croizat? Qu'est-ce que fait Croizat? Il copie dans le régime général le régime des fonctionnaires. Dans le régime des fonctionnaires, puisque les fonctionnaires sont titulaires de leur grade, la retraite, c'est la continuation du dernier salaire, par définition. Et Croizat dit la même chose dans le privé. Le régime général, c'est la continuation du salaire, aucun compte des cotisations. Sur les 340 milliards de pensions aujourd'hui en France, vous en avez 250 dont le calcul ne tient aucun compte des cotisations. Il y a celle de la fonction publique, bien sûr, mais il y a aussi celle du régime général. Le régime général ne tient aucun compte des cotisations. Il ne tient aucun compte des cotisations parce qu'un travailleur, un retraité, ce n'est pas un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations. Ça va être la riposte patronale immédiate. Dès 1947, le patronat riposte à la subversion communiste de 1946 en disant « Mais non, un retraité, c'est un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations. » Et il crée la GIRC,
comme régime complémentaire pour les cadres, qui est sur la base de l'addition des cotisations de carrière du cadre. Et c'est cette addition qui, sans aucune référence au salaire, va décider de sa pension. Un pensionné, c'est un ancien travailleur. C'est quelqu'un qui n'a plus de responsabilité dans la production de valeur, qui va être condamné au bénévolat. Je dis bien condamné au bénévolat. On peut en causer si vous voulez. Hein. Et c'est quelqu'un qui a 13 ans de retraite à son actif qui parle. Et donc la mutation qu'opère complètement Croizat, c'est de dire le salaire n'est pas lié à l'emploi. C'est fondamental. Nous sommes toujours dans l'au-delà de l'emploi. Un fonctionnaire n'a pas un salaire lié à son emploi. Un retraité n'a pas un salaire lié à son emploi. Être retraité, c'est pas être après le travail, c'est être après le besoin de quémander son salaire à un employeur. Bien, nous allons être à la hauteur de nos anciennes et anciens qui ont su faire ça, et on va dire, à 50 ans, tout le monde devient titulaire de son salaire. Pourquoi 50 ? Parce que c'est l'âge où, si on est licencié, on est sûr de ne pas retrouver un poste à la qualification identique, c'est absolument sûr. Et puis, si on est dans l'emploi à 50 ans, on en a ras-le-bol, d'accord ? On en a ras-le-bol parce qu'on souffre au travail. On est en pleine maîtrise de ses compétences professionnelles et on ne peut pas les exercer. Donc, à 50 ans, tout le monde devient titulaire de son salaire. La CGT revendique que l'on double son salaire au cours de la vie active, pourquoi pas. Donc, à 50 ans, tout le monde est titulaire du salaire moyen, 2300 € net. Donc, à 50 ans, tout le monde devient titulaire de son salaire, qui est porté à 2300 € net s'il est inférieur. Et puis ramener à 5000 s'il est supérieur. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un salaire supérieur à 5000 € par mois, sinon emmerder le monde? Je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre. Je ne suis pas sur un truc de 1 à 20, comme mon parti et le vôtre. 1 à 20, vous voyez ce que ça veut dire? Si on revendique un SPIC à 1700 balles, ça veut dire que des salaires de 34 000 € par mois sont légitimes? C'est un scandale complet. Comment voulez-vous faire bander qui que ce soit avec des propositions aussi absurdes? Bon, évidemment, de 1 à 3, bien sûr de 1 à 3, déjà justifié qu'un salaire supérieur de 3 fois aux autres, c'est déjà compliqué. Donc, un salaire qui, de toute façon, ne peut pas être inférieur à 1700 €, et puis qui ne peut pas être supérieur à 5000 €. Donc, tout le monde, à 50 ans, devient titulaire de son salaire. Mais il est en plus inlicenciable, mais avec une responsabilité. Encore une fois, le salaire, ça exprime la responsabilité sur la production de valeur. Ces cinquantenaires, ça fait quand même 600 000 personnes par an, en pleine possession de leurs moyens professionnels. Ces cinquantenaires, qui sont inlicenciables, vont avoir la responsabilité de s'opposer aux directions, avoir la responsabilité d'auto-organiser le travail. Voilà. Là, nous sommes dans le covidisme. On ne se bat pas pour autre chose que la conquête de droits, de souveraineté sur le travail. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et ça peut être demain, si nous menons la bataille sur la retraite autrement que de la façon imbécile nous la menons depuis 87. Je pense que ça montre surtout le fait qu'on a besoin de refaire ce travail ensemble d'apprentissage. Voilà. Je crois que ce qui est dit là, pour moi, ça évoque très clairement cette rupture entre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de réfléchir, et puis finalement des choses qui étaient déjà présentes. Sortie de la Seconde Guerre mondiale, évidemment on n'est pas dans les mêmes conditions, ça n'a rien à voir, mais on voit bien qu'on a une rupture d'apprentissage collectif sur qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. Et c'est pour ça qu'en particulier, nous on insiste beaucoup sur les histoires de démocratie sociale. C'est pas juste pour faire joli ou je sais pas quoi, c'est pour bien montrer qu'il y a à travailler ensemble les formes des dispositifs, et que ces formes des dispositifs, ça n'est pas juste le tirage au sort, la représentation
d'un élu par un vote majoritaire. Non, il y a d'autres façons d'imaginer la démocratie. Ça peut être demain aussi. Bien. Donc, plus d'autres questions. Alors vous êtes... tout le monde est fatigué, non? Encore Actuellement, une petite courte intervention. Moi, je suis donc Thomas Champy de la France Insoumise à Montpellier. Il y a des jours où je suis très d'accord, très intéressé sur ces différentes positions. Il y a des jours où j'arrive pas à les concevoir comme une urgence dans notre programme, sachant qu'on a une position à la France Insoumise, maintenant à l'Union Populaire, qui est de dire qu'on va gouverner demain. On y croit, il n'est pas sûr qu'on n'y arrive pas déjà en 2022, les choses sont en train de bien avancer dans ce sens. Et je pense qu'on peut peut-être arriver un petit peu à se mettre d'accord plutôt que s'invectiver un peu sur ces questions. C'est-à-dire que dans un premier temps, si on met en place un certain nombre de choses, voir tout ce qu'on a mis dans notre programme, et cette condition de 1 à 20 qui est peut-être déraisonnable au niveau des salaires, mais qui est déjà une réglementation incroyable pour laquelle on nous met en cause des fois au niveau de l'opinion publique. Ce n'est pas si évident. Et je voulais dire que cette bataille, c'est cette bataille démocratique et cette bataille de conviction de l'opinion. Et je pense qu'un certain nombre d'éléments du projet de fonctionnariat global, de salaire à vie, etc., toutes les propositions du réseau salariat et l'extension sur la question agricole, est une belle prolongation, est une belle deuxième étape, mais que là, on ne serait pas en capacité. Je pense qu'on n'a pas gagné l'hégémonie culturelle là-dessus. La preuve peut-être déjà au sein de notre propre parti, au sein du parti du communiste, mais on ne l'a pas encore dans la population, on a un travail à faire. Et parce qu'on a de plus en plus de difficultés médiatiques et de plus en plus de difficultés aussi au niveau de nos places, on a un recul dans nos prises de fonctions gouvernementales ou en tout cas nos prises de pouvoir local aussi. On a perdu beaucoup. Et se dire que, voilà, dans un premier mandat, qu'on a essayé de faire, on va en faire beaucoup, et là, votre rôle sera de démultiplier, pour moi, ces propositions, d'arriver à convaincre et d'aller vers l'hégémonie culturelle avant de passer à quelque chose. Peut-être qu'on pourrait au moins s'accorder là-dessus sur un premier mandat de gouvernement qu'on espère faire. Bien, merci beaucoup.